ça fausse considérablement les relations que vous pouvez avoir avec les autres quand vous avez vécu des violences conjugales? Je pense en tout cas que c'est impacté. Et nous voilà donc sur ce deuxième épisode donc dédié à la prévention des relations toxiques violentes. Et nous allons maintenant parler des moyens de protection. Donc Sophie et Anna, vous nous aviez fait part tout à l'heure donc de votre témoignage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment dans votre parcours de violence conjugale vous avez pu vous protéger face aux violences et quels sont les moyens que vous avez utilisés pour sortir de ces situations? Alors, merci Tarek. Donc, par rapport à mon histoire, en fait, comme j'avais dit dans le premier épisode, on fait face à des violences psychologiques et physiques. Donc, ça a été mon cas. Donc, en termes, je dirais, de premiers moyens de protection, puisque j'étais isolée et que quasiment aucune personne de mon entourage était à ce moment-là, j'ai envie de dire, le premier réflexe, ça a été en fait, de me confier, de commencer à parler à certaines personnes dans mon entourage, notamment des amis. Et ensuite, en fait, de tout simplement partir chez une amie pour Alors, me protéger. est-ce que je peux me permettre de vous poser une question? Tout à l'heure, lors du premier épisode, vous disiez que votre ex-mari vous mettait de côté, vous isolait. Oui. Comment vous arriviez à voir vos amis en dehors? Je ne lui disais pas, tout simplement, en fait. C'est-à-dire que je prétextais parfois, tout simplement d'aller faire des courses ou voilà, d'aller faire quelque chose. Et effectivement, c'était pas systématique. Des fois, il le savait. Mais ça m'est arrivé, effectivement, de tout simplement pas lui dire que j'allais voir des amis parce que parmi ses amis, il y avait des hommes. D'accord, oui, J'avais oui. des amis hommes. Donc, voilà, c'est quelque chose sur lequel il appuyait beaucoup. Donc, pour justement me faire culpabiliser. Donc, pour me protéger, il y a certaines fois où c'est arrivé parce que le conflit était trop fort, c'était d'aller chez une amie. C'était d'aller chez un proche, tout simplement pour décompresser, pour m'éloigner de lui. Et puis, effectivement, lorsque les violences sont montées crescendo, je n'avais aucun autre moyen pour me protéger, tout simplement que de partir, hein. C'était vraiment de quitter le domicile conjugal et d'aller chez une amie qui m'a hébergée, pour le coup, pendant 6 mois, le temps que je me remette et que, effectivement, que je puisse trouver un logement. Et pendant toute cette période-là, donc, je suis rentrée dans une phase, on va dire, de prise de conscience, d'acceptation et aussi de dénonciation des faits. Et donc, j'ai entamé une procédure judiciaire à l'encontre de mon ex-conjoint en déposant plainte. Voilà, en déposant plusieurs plaintes pour dénoncer les faits de harcèlement, de violence. Et tout ça grâce au conseil de vos amis? Et tout ça, en fait, parce que, tout simplement parce que j'avais connaissance du phénomène de violence conjugale. Voilà, j'étais rentrée là, j'étais dans ma démarche de prise de conscience. Donc, je D'accord. savais que je ne pouvais pas euh, rester dans cette situation. Et pour reprendre ce que disait notamment Maître Lunet, oui, ça a été difficile pour moi de passer la porte du commissariat pour la première fois de ma vie, Oui. pour faire un dépôt de plainte. Mais pour le coup, j'étais tombée à l'accueil devant un agent qui m'a dit écoutez, madame, voilà, vous ne serez pas la première et certainement pas vous n'êtes pas la première et vous ne serez certainement pas la dernière. Mais si vous venez dans ces conditions telles que je vous vois, c'est que vous devez le faire et vous ne devez pas subir davantage. Donc, il m'a encouragée à déposer plainte. Oui. Donc, ce qui était plutôt, voilà, ce qui m'a aussi fait prendre conscience que je devais le faire. Et puis ensuite, j'ai commencé à contacter des associations. Alors, quelles associations? Notamment les associations, parce que moi, j'habitais à ce moment-là dans le département du 94. Donc, j'ai fait appel à des associations du 94 comme il me semble que c'est Tremplin 94 notamment. Et puis donc voilà, j'ai fait des recherches sur internet, j'ai appelé le 3919. Effectivement, D'accord. J'ai aussi fait ce numéro pour avoir une orientation. J'ai fait bon nombre d'associations
pour pouvoir avoir des conseils. Et puis, à ce moment-là aussi, donc, j'ai commencé à engager tout simplement un conseil juridique via un avocat, une D'accord. avocate, pour pouvoir justement m'aider dans mes procédures et me protéger. Le but, c'était aussi voilà, de me protéger de mon ex-conjoint, de demander une ordonnance de protection, parce que j'avais quitté mon domicile conjugal, mais que je subissais de toute manière tout un tas de pressions diverses et variées par des moyens de communication, que ce soit voilà, Ouais. SMS C'était ou de mail. l'harcèlement, quoi. Donc voilà, c'était des formes de... Moi, c'est beaucoup plus, je dirais, des formes de pression Oui. et de menaces, parce que effectivement, c'est ce que je disais aussi dans le premier épisode, c'est que voilà, j'avais aussi une pression psychologique très forte et j'ai subi des menaces de mort, notamment quand j'ai vécu cette ultime agression qui a fait que c'était la dernière fois où j'ai vu mon ex-conjoint. Et donc, pour me protéger, il fallait effectivement rentrer dans tous les cas dans une démarche de demande d'ordonnance de protection, comme l'avait énoncé Maître Lunet. D'accord. Et le travail et donc la communication avec les associations pour savoir quels étaient mes droits, ce que je pouvais faire, voilà, tout l'accompagnement Nécessaire que je pour. pouvais avoir. Alors moi, il y a une question que j'ai envie de poser. Vous parlez de plusieurs associations. Il n'en existe pas une qui peut recentrer toutes les informations. On sait ô combien d'avoir plusieurs interlocuteurs, ça peut être aussi un moyen de décourager les personnes qui sont dans ce type de démarche. Alors, c'est vrai qu'il existe il existe pas mal d'associations. Après, l'inconvénient, c'est qu'il y a des problèmes de ressources. Clairement, c'est un fait, hein. Je parle uniquement de la réalité. C'est qu'il y a des associations, il y a des gens qui sont là pour aider, mais il y a des problèmes tout simplement de ressources, de timing horaire, de présence. Elles ne sont pas forcément là tout le temps à disposition, elles ne peuvent pas répondre au téléphone. J'ai eu la chance de tomber sur une association dont je vais très rapidement présenter. C'est la Maison des Femmes, qui est dans le 93, mais j'espère qu'il en existera une un jour dans le 94. Donc on peut pas y accéder si on habite le 94 dans Non, cette maison des femmes du 93. vous pouvez y accéder, pardon. Vous pouvez tout à fait. Non, toute personne, Donc on n'est toute pas femme. limité au niveau du C'est territoire. pas limité au niveau du territoire. Elle s'est centralisée là-bas parce que malheureusement, les statistiques dans le 93, et je pense que Maître Lunet, qui a certainement plus d'éléments là-dessus, pourra y revenir, mais dans le Ouais. 93, Il y a une il forte y a une concentration. forte concentration de violences faites aux femmes. Et donc, c'est pour ça qu'elle a ouvert à Saint-Denis. Et j'ai eu la chance, du coup, d'être accueillie là-bas et d'avoir justement du conseil, une aide psychologique et du conseil juridique. Donc, en D'accord. termes de protection, il existe des choses. C'est vrai qu'il faut aller les chercher. J'ai envie de dire, s'informer au maximum. Le fait de s'informer est une forme de protection. Voilà, Oui. c'est surtout ça que je voulais mettre en avant. D'accord. C'est la phase d'acceptation, de sortie de l'isolement doit permettre de rechercher tous les moyens de protection qui existent. Et en l'occurrence, les miens sont ceux que je viens de vous énoncer. Et après, voilà, ça a été aussi une détermination personnelle pour m'en sortir. Donc, je pense D'accord. que Anna aussi va pouvoir s'exprimer là-dessus et faire part de la manière dont elle a pu se protéger avec ses enfants. Merci Sophie de faire cette petite transition. Alors Anna, comment vous êtes protégée et puis est-ce que vous avez été voir plusieurs associations? Est-ce que ça a été un travailleur social Non, que pas vous du avez tout. rencontré? Comment ça s'est passé Anna? Donc au début, je me suis pas protégée du tout parce que on était ici tout seul. J'avais Oui. les enfants, Alors aucune famille. c'est-à-dire que votre famille elle est où sans indiscrétion? Portugal. Je suis D'accord, ok. portugaise. D'accord. Donc on était ici tout seul avec mes enfants. Donc je pouvais pas, je me sentais bloquée de tous les côtés. D'accord. Donc dans un premier temps, quand les choses elles commençaient vraiment à atteindre l'état physique plus fort, je m'enfouillais en mon local de travail parce que, mine de rien, grâce à Dieu qu'il a pu faire une petite blague, mon patron à l'époque, j'avais des marques Oui. sur les bras et il m'a dit ah bah dis donc, disez à vos maris pour y aller doucement. Et je m'effondre en larmes. Donc c'est à partir de là que j'ai pu commencer à parler avec les gens, à contacter avec les gens et à avoir un certain support.
Pour vous, c'était une normalité d'avoir des marques? On avait l'impression que c'est au moment où il vous a dit que votre mari, il faut qu'il y aille Parce qu'il doucement y avait que personne qui savait. d'accord. Mais c'est là où vous avez Euh, commencé à prendre conscience que les marques que vous oui, aviez étaient pas normales? exactement. C'est quand je me suis dit, mince, les gens ils commencent à voir. Donc soit je parle maintenant, soit je me tais pour toujours. D'accord. Donc là, je m'effondre complètement en larmes. Mon ex-patron, il m'a aidé. Premièrement, tout le temps qu'il m'a dit, si tu as quelque chose qui te fasse de violence, etc., tu viens, tu m'appelles, on est là, etc. Et certains clients qu'il y avait à l'époque. C'est Donc, important de se sentir entouré. J'ai le sentiment qu'à un moment ah donné, oui, quand oui, on a oui. cette reconnaissance Ah des si, si, autres, si, ça si. permet d'avancer beaucoup plus. Oui, parce que si on est vraiment tout seul, si on peut parler avec personne, on n'a pas la notion, on reste dedans. Oui, d'accord. On reste dedans. Et là, voilà, je m'enfouillais carrément à mon travail avec mes enfants pour pouvoir être protégée par quelqu'un. D'accord. Donc à ce moment-là, mon patron, il a fait une fois la démarche d'appeler la police parce qu'il ne voulait pas sortir de devant les locaux. Il essayait de rentrer à la force. Les personnes, ils empêchaient de l'entrer. Il était forcé à appeler la police. Donc la police, il l'a amené à bien. Donc il l'a pas amené au commissariat ni rien parce que quand la police elle arrive, il baisse le Oui. ton tout de Voire suite. même il part, quoi. Exactement. Donc en premier temps, c'était ça. Après, quand les choses, elles ont chauffé vraiment, je me rappelle d'une fois que j'étais forcée à y aller à l'hôpital. Il m'a tellement frappé fort à la tête plusieurs fois que j'ai tombé par terre. Et heureusement que deux grandes amies à moi, ils étaient vraiment pas loin. Donc ma mère, elle les appelle. Ma mère, à l'époque, elle était avec moi. Elle est venue exprès parce que je l'ai demandé, maman, j'en peux plus, viens, s'il te Oui. plaît. Ils ont appelé l'ambulance, ils m'ont amené à l'hôpital. Il y a franchement un médecin et une infirmière qui m'ont dit, Madame, est-ce que vous voulez qu'on le donne un papier? Donc ils ont dit que c'était un truc initial, dépose de plainte en fait. Après D'accord. les dépose de plainte. Ils ont pris le temps de parler avec moi. Plutôt l'infirmière, parce que le médecin, il avait, voilà, Beaucoup de pour choses. tous. Ouais. Mais l'infirmière, à cette époque-là, elle a pris le soin vraiment de parler avec moi, de m'expliquer les choses. Vous amenez ça, vous réfléchissez bien, vous voulez aller déposer plainte, vous allez avec ce papier, vous voulez pas, vous le gardez. Donc c'était tard le soir. Donc le lendemain, je prends mes forces, je vais au commissariat. Donc avec le papier. Dans le commissariat, je me suis sentie encore à nouveau bloquée. Parce que je présente mon cas, je donne le papier. Ah mais non, mais dans ce cas-là, c'est pas une plainte qu'on met, c'est une main courante. Et pourquoi? Elle m'a pas expliqué. D'accord. D'où la Un- nécessité, ce que vous disiez, maître, d'avoir vraiment toutes ces informations pour éviter de passer d'un service à un autre ou. donc j'ai déposé plainte. C'est ce qu'ils m'ont dit pour faire. D'accord. Je connaissais rien. Voilà, je connaissais rien, donc j'ai déposé main courante. Et D'accord. voilà. Vous avez fait une main courante avec le document de l'hôpital. Exactement, avec le document de l'hôpital. Donc après, l'entourage, il a commencé vraiment à voir que les choses elles se passaient vraiment mal pour moi. Il y a, heureusement, devant mon travail à l'époque, il y a un avocat. Et c'est cet avocat-là qui m'a permis de vraiment relancer mon divorce. C'est vous qui avez pris contact avec l'avocat? Ensemble, je pense qu'il s'est fait moitié-moitié parce qu'il voyait les choses à l'extérieur, en fait. Et comme il venait parler avec moi, j'ai parlé avec lui. D'accord, ok. Je lui ai dit, maître, j'ai vraiment envie de me divorcer. Et il a vu comment mon ex-mari il était. Il a joué sur les deux, sur les deux plans. Donc, il est parti parler avec mon ex-mari. Il a embrouillé le cerveau d'une telle manière, tu vas te divorcer de ta femme. Je remercie vraiment au maître de m'avoir aidé. C'est mon avocat de divorce. Et c'est vraiment lui qui a mis tout, il a tout fait pour moi. Oui, il est venu avec les arguments juridiques. Il a peut-être Tout, dissuadé il a votre tout ex-mari sorti, à lui dire de. exactement. C'est ça qui m'a D'accord. permis de vraiment après
D'accord. Donc vous, c'est d'aller en discuter avec vos amis, votre patron, Exactement, le médecin que vous avez rencontré exactement. et puis l'avocat. L'infirmière et l'avocat. L'avocat. Donc, vous voyez, Oui. on a des leviers différents d'une personne à une autre. Ben, je vous remercie en tout cas pour ce que vous venez de me dire. Si jamais on avait à retenir, Anna et Sophie, des points essentiels en matière de protection, vous diriez que ça serait lesquels? Sophie? Ben, moi, je dirais en fait que c'est de ne pas rester isolé. En fait, c'est de parler. Voilà, D'accord. parce que c'est un élément clé qui peut être en fait le plus fatal dans ce genre de situation, parce que on l'avait dit, hein, c'est de la violence à huis clos, hein. Anna l'a très bien dit. Euh, que ce soit son ex-mari ou moi mon ex-mari, à l'extérieur, c'est des personnes qui vont être tout à fait calmes, Sociable avec tout le qui monde. vont avoir du contrôle. C'est des Oui. personnes qui, en apparence, ont beaucoup de contrôle. Intérieurement, ça bouillonne, mais à l'extérieur, ils vont rien montrer. Donc, c'est effectivement d'en parler, même si on n'a pas forcément la force d'en parler à ses proches, mais c'est au moins. Et puis Anna l'a dit aussi, je rebondis là-dessus, c'est les personnes qui nous voient au quotidien, Oui. le médecin. Voilà, le fait d'en parler à un médecin maintenant, hein, il y a des médecins qui ont la possibilité, justement, avec l'évolution des lois, et je pense que Maître Lunet pourra en parler, mais voilà, les médecins peuvent aussi détecter ça et aider les victimes, justement, à aller vers des. Donc, se protéger, c'est communiquer, s'informer et entamer toutes les démarches, connaître ses droits pour entamer en fait les bonnes démarches. Et on le verra plus dans la troisième partie aussi, c'est, je pense, en fait, faire attention à soi-même. Voilà, Oui. faire Oui. Oui. attention à soi-même, c'est une forme de protection qui est indéniable pour s'en sortir. Alors, tu viens de nous parler de l'information, ça semble être vraiment extrêmement important, mais comment on s'informe quand on est épié H24? Alors, quand on est dans cette situation, on peut rechercher tous les canaux qui existent. Effectivement, il y a bah, Internet, il y a tout un tas de choses maintenant qui existent pour pouvoir s'informer. Il y a des spots publicitaires, il y a pas mal de choses qui existent. Effectivement, c'est moi, pour avoir vécu cette forme d'isolement, je sais que je regardais aussi beaucoup de vidéos sur les relations toxiques D'accord. à mon travail. Mon travail aussi a été une forme de D'accord. protection, je ne l'avais pas dit, mais comme disait Anna, mon travail a été une forme de protection pour moi, parce que j'avais quelques collègues qui n'osaient pas, mais qui ont passé le pas et qui m'ont vue aussi très atteinte physiquement et qui ont réagi en me disant qu'est-ce qui ne va pas. Alors, c'est ce que tu disais tout à l'heure. À la maison, il y a ce contrôle qui est fait Oui. par ton ex-mari de prendre le téléphone portable, de regarder. Donc, Mm. du coup, c'est au travail que tu Oui, pouvais t'informer et que tu essayais voilà. d'aller chercher En l'information. C'est un fait, peu comme à Anna aussi. partir du moment, il faut trouver un moyen de sortir à un moment donné, c'est-à-dire quand lui est absent ou quand nous, on a la possibilité, en tant que femme, quand le conjoint est absent ou quand nous, on sort, de pouvoir en fait trouver un moment, Un un moyen de. espace, Ouais. un lien avec l'extérieur qui permet justement de s'informer. Et à partir du moment où on s'informe, là, on va trouver de toute manière des sources qui nous disent, bah, effectivement, là, je fais face à une situation qui n'est pas C'est pas normale, et on normal. reprend contact avec les personnes à l'extérieur. Merci, Sophie. Anna, en matière de coparentalité, puisque tu as 5 enfants, tu l'as indiqué tout à l'heure, comment tu as géré tout cela avec les enfants? On l'a évoqué tout à l'heure un tout petit peu, mais Très mal géré au début. alors très mal géré parce que pourquoi? Pourquoi? Justement parce que j'avais pas grande connaissance de ce que je pouvais faire pour mes enfants. D'accord. Donc, et moi, comme mère, j'étais tellement effrayée Oui. que j'ai pas su Accompagner tes enfants. accompagner mes enfants au début. Pas du tout. D'accord. Pas du tout même. Malheureusement, ils ont vu des scènes terrifiantes. Donc, ça veut dire que lui, pour pas se défouler sur moi, il a cassé une machine à linge et une machine à vaisselle, D'accord. complètement défaite. Heureusement, il s'est pas défoulé sur moi. Comme Sophie, elle a pu avoir des trucs plus compliqués que moi. Ils ont vu.
Donc, nous, les adultes, on assimile complètement différemment des enfants. Est-ce qu'il y avait des conséquences sur le comportement de tes enfants à Ah si, l'école? même Il y avait aujourd'hui, même 6 ans après, il y en a encore. D'accord. Sachant que je les ai mis, après le divorce, je les ai mis quelques mois après dans des psychologues Oui. Ça pour les a commencer aidés? des démarches C'est difficile, hein? difficiles. D'accord. Ça peut aider, je dis pas que ça peut pas aider. Oui, mais c'est peut-être un Mais cheminement sur du long terme. le cas de mes enfants, c'était pas le cas. Pas Je sais- vraiment. Il y a beaucoup de personnes qui disent que les enfants sont des éponges. Est-ce que vous pensez que Oui, par rapport à tout ça, oui, c'est... oui. Et après, les différents âges, ils traitent l'information différemment. Ouais. Donc, ça veut dire que le plus âgé, il est devenu aussi un plus violent, sans le savoir en fait. Donc la violence de votre enfant plus âgé, vous, Oui. vous la mettez sur le compte de ce qui se passe dans l'environnement familial, de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a vu? Ah oui, 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 sans doute, parce qu'il n'était pas un enfant comme ça. Pour lui, il a normalisé ce qu'il a vu Oui, dans son quotidien, dans son quotidien. malheureusement. Malheureusement. Donc ça veut dire que pour les professionnels que nous sommes, c'est des signes pour lesquels il faut qu'on soit, j'allais dire, très très vigilant. Quand on voit un enfant qui commence à devenir oui, extrêmement violent, ça peut... Alors ça ne veut pas dire forcément voilà. que dans le foyer, il y a des, voilà, il y a des problématiques conjugales, mais ok, très bien. Ok. Ouais, et après, voilà, ça aide, mais c'est un chemin très long. Ouais. Après, c'est unifier la famille, essayer de se mettre vraiment tous ensemble et de dépasser le cap. Et vos enfants, maintenant, ils vous en parlent, Anna? Est-ce qu'ils trouvent des mots sur ce qui se passe 6 ans après ou pas? Ils ont du mal encore. Ils ont du mal encore. Même Mais moi, est-ce que j'ai du vous en mal. parlez? Ouais, non, on n'arrive pas. Est-ce que d'en parler à des professionnels, est-ce que vous sentez que ça vous fait du Oui, bien? on a peu parlé. Et j'ai vu une libération de mes enfants par rapport à ça. Ils ont pu parler avec certains. Parce que cette situation, ça m'a amené après à l'école, les difficultés qu'ils ont eues de comportement. Oui. Ça m'a amené. J'ai failli de perdre mes enfants. D'accord. Mais ça, vous l'aviez pas vu, vous, Anna? Ou vous étiez pris dans Euh, vos problématiques à vous et... Franchement, c'est pas facile. Non, non, mais je comprends bien. On se rend pas bien compte sûr. qu'ils sont en difficulté. On est déjà en difficulté soi-même, c'est déjà difficile Exactement. d'être Et objectif pour... Sophie, elle a pu faire un travail très bien fait, ce que je vois sur elle. Ouais. Moi, je l'ai pas fait. Ah, vous Du commencez tout. à le faire, là, Anna. Oui. Voilà, mais c'est ça qu'il faut retenir. Je Oui. pense que vous commencez à le faire. Et même le témoignage que vous faites, moi, je suis admiratif, vous comme Sophie, parce que comme disait Michel Migaud, c'est des témoignages forts et puis qui vont, j'espère en tout cas, avoir un impact et qui vont permettre à des personnes qui subissent ces J'espère. situations de se dire on n'est pas dans une normalité. C'est pas normal. Non. C'est pas normal. Et je pense qu'il faut le dire, il faut être dans une démarche de Oui. répétition. Très bien. Bah, écoutez, en tout cas, voilà, vous continuez à faire ce travail, en tout cas avec vos enfants, et puis on vous souhaite Merci. bon courage et d'y arriver. Alors, merci Anna et merci Sophie pour votre témoignage. Michel Migaud, quels sont les moyens et les besoins en termes de protection des victimes? Comment vous les orientez? Comment vous les soutenez ici au sein de la collectivité territoriale? Alors, la ville de Villiers, la politique de la ville agit de manière à tout mettre en œuvre pour que toute personne victime soit accompagnée. Hélas, à Villiers-sur-Marne, nous ne sommes pas épargnés par ce phénomène. Oui, malheureusement, je pense que c'est propre, pas qu'aux grandes villes d'ailleurs. Non, hein, du tout. Dans ces petits petits villages. Absolument. Et donc, l'ensemble des partenaires des services sociaux sont effectivement concernés, également la police municipale. Bien sûr. D'accord. Et comment expliquer ça? Nous avons cette chance à Villiers, c'est d'avoir une conseillère... Municipale? non, pas conseillère municipale. Ah, une conseillère conjugale, c'est ça? Voilà, tout à fait. Hein, qui est effectivement en mesure justement d'accueillir ces personnes, si elle le souhaite, bien sûr. Bien sûr. Et là, les situations, c'est un petit peu du cas par cas. Ouais. Hein, et en fonction effectivement des besoins, il y aura un accompagnement qui sera fait auprès des partenaires pouvant être plus à même à traiter cette problématique. Alors, moi, si je puis me permettre, je vais aller dans la continuité, Michel. C'est vrai qu'il y a des choses qui ont été faites sur le territoire villiérain. Alors déjà, il y a un CLSPD, un contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance. Et il y a des groupes de travail qui permettent aux acteurs associatifs et aux acteurs institutionnels de pouvoir mettre dans un pot commun les difficultés qu'ils rencontrent, notamment sur le territoire villiérain, en matière de tranquillité publique. Et on a un groupe de travail spécifique sur les violences conjugales.
où on a vraiment tous les partenaires santé, les partenaires sociaux de la ville, la police municipale, la police nationale, pour essayer de travailler, pour essayer d'être force de proposition. Mmh. On a l'intention de mettre en place un diagnostic partagé sur le territoire parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont faites de part et d'autre, tissu associatif, service de la ville, mais on s'aperçoit que ça communique pas forcément et que, comme vous le disiez à juste titre, il y a besoin d'avoir un cheminement qui soit clarifié pour pouvoir accompagner de la façon la plus optimum les personnes victimes de violences conjugales. Il y a eu une action de formation qui a été faite aussi au secteur parentalité de l'Escale, où on a formé les agents de la ville, police municipale, les médiateurs et d'autres C'est services. pour ça que tout à l'heure, je parlais de C'est pour- l'ensemble des Tout acteurs. à Hein. fait. Et je pense que cette formation, elle est extrêmement importante puisqu'on s'aperçoit qu'en fonction de nos sensibilités et de nos convictions professionnelles, je veux dire, l'approche est différente. Et pourtant, elle doit être complémentaire par rapport à ces problématiques-là. Donc, c'est important d'être dans une logique de formation et de faire prendre conscience. On parlait de l'accueil. Quand on a des accueils dans les commissariats ou dans des structures municipales, les gens ont besoin d'être formés à cela. Je veux dire, être dans une écoute, ça s'improvise pas. Et une écoute peut changer toute une vie. Non, et puis Donc, ça, si je peux me permettre de réagir aussi, ça a un impact sur la suite en fait. Enfin, arriver dans un commissariat avec tout le bagage, le sentiment de honte, la culpabilité, tout un tas d'émotions qu'on vit, en plus des douleurs physiques qu'on peut avoir. Donc pour moi, ça a été mon cas. Ça a été très difficile de pouvoir m'exprimer sur ce que je vivais parce que moi-même, je ne savais pas par où commencer. Et puis, ça a un impact, c'est un très fort impact. Je pense aussi que Maître Lunet pourra en parler, mais c'est déterminant. C'est vraiment déterminant de se faire accompagner, si possible, lorsqu'on va porter plainte, lorsqu'on Mm. entame des démarches. C'est aussi une forme de protection de sa situation, de l'avancement de l'affaire, de la résolution de cette situation. Le fait d'être accompagné par, peut-être que peu de gens le savent, mais il y a des personnes au sein des associations qui peuvent accompagner. Alors, il y a des Bien avocats, sûr. bien sûr, mais si on n'a pas tout de suite un avocat, hein, comme ça a pu être mon cas au tout début, c'est de se faire accompagner par un proche ou par une personne d'une association. Hein. Je prends l'exemple de Ni pute ni soumise qui le fait. Il y a plusieurs associations qui permettent pour des femmes qui seraient en difficulté pour aller porter plainte tout simplement de les accompagner dans cette démarche. Et c'est un droit. Non, C'est un mais droit. c'est un droit et c'est bien de le dire. Ouais, la difficulté se pose, c'est quand il y a cette demande d'éloignement. Oui. Parce qu'effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas forcément sur la ville d'hébergement d'urgence. Alors, on a Tremplin 94 tout à l'heure qui avait été cité, qui D'accord, oui, normalement, oui. en tout cas sur le département, Mais, peut être dans cette démarche-là. Ce qui se passe bien souvent, on sollicite, c'est le SIAO. Oui. Ok. Alors, c'est quoi le SIAO? Alors le SIAO, parce que moi j'ai des problèmes avec tout ça. Alors le SIAO, c'est le service intégré de l'accueil et d'orientation. C'est un service municipal ou c'est Non, du tout, non, c'est D'accord. une association. Hein. Ils ont leur fonction première, c'est de recenser l'ensemble des demandes d'hébergement d'urgence. D'accord, ok. Donc, Voilà. on considère qu'une personne victime de violence conjugale est dans cette situation Ah. d'urgence. Bah, a priori, oui, parce que de toute façon, pour répondre dans l'urgence, quand il y a une demande d'éloignement, on est obligé de passer par ces services ou les autres associations, effectivement, qui sont à même d'accompagner sur Ces les personnes. hébergements. Sur les hébergements. Ouais. Bah, c'est bon à savoir, hein, Ça, savoir où on c'est- peut aller c'est- chercher c'est- l'information. C'est les premières solutions qui sont Oui. proposées aux personnes victimes de violences. Bon, bah, je vous remercie, Michel. Et je vais continuer, moi, juste, et puis après, on donnera la parole à Maître Lunet sur les actions qui ont été faites sur le territoire villiérain. J'aimerais déjà remercier, moi, le service municipal de la jeunesse qui nous laisse le soin de pouvoir utiliser son infrastructure et son personnel. En tout cas, un grand remerciement à eux. Et d'ailleurs, comme on parle du service municipal de la jeunesse, ils ont mis en place une action qui a été financée dans le cadre du FIPD, du Fonds interministériel de prévention de la délinquance. Et ils ont mis en place une action, mais moi, j'ai trouvé ça formidable, justement sur les enfants. Ils ont fait un rallye par poste où toutes les scènes qui étaient faites étaient des scènes en lien avec les violences conjugales. Et ils devaient trouver des mots accompagnés par un professionnel, etc. Donc j'ai trouvé, moi, la démarche intéressante. Et je pense qu'on peut parler aussi de violences conjugales tel qu'on le fait de façon très protocolaire, mais on peut aussi, à travers le jeu, l'animation, en parler. Et plus on diffuse cette information, et mieux c'est. Voilà. Et puis, il y a le CCAS, le Centre communal d'action sociale, qui gère aussi ces problématiques-là.
la direction santé. Donc on a pas mal de services qui s'occupent des violences conjugales. Il y a juste besoin peut-être d'un maître d'orchestre et d'avoir une harmonisation sur tout ce qui se passe. Sans oublier également l'espace départemental. Bien sûr, le DS, le DS, tout à fait. Oui, tout à fait. Tout à fait, ce sont des acteurs qu'on peut solliciter. Voilà, on vous en a fait une liste non exhaustive, mais on va continuer. Donc, merci en tout cas, Michel, pour tes explications et tes informations. Maître Lunet, en tant qu'avocate, donc, est-ce que vous pouvez nous décrire comment les victimes peuvent se protéger et quels sont leurs droits ? Je vous remercie d'ailleurs d'abord pour tout ce que vous avez pu dire. Effectivement, si on peut résumer, il ne faut pas être seul, il ne faut pas rester seul, parce que c'est encore une fois cet isolement qui va conduire à ce qu'on ne parvienne pas à s'en sortir. Donc c'est très difficile de s'en sortir si on ne prend pas un petit peu les mains tendues, parce qu'elles sont tendues, il faut juste savoir les trouver, et pour ça, va falloir les chercher. C'est ça toute la difficulté, mais il faut effectivement ne pas hésiter à poser les questions, à se diriger vers, que ce soit des professionnels sur le plan médical, donc les médecins, notre médecin traitant, bien sûr, n'importe quel médecin qu'on irait voir, un psychologue, parce qu'il y en a certains qui commencent à réussir à s'en sortir qu'en passant par le chemin du psychologue, parce que elles vont se dire il y a un problème dans mon couple, en fait c'est moi qui ai un problème, donc elles vont aller voir un psychologue, et puis de fil en aiguille, elles se disent c'est peut-être mon couple qui a un problème, en fait c'est peut-être l'autre qui a peut-être aussi un problème, et c'est comme ça que viennent les choses. Donc il y en a certaines, elles vont faire leur cheminement par le psychologue, d'autres par une association. Chaque histoire est différente, mais ça nécessite d'aller en dehors du domicile, de ce huis clos, de sortir de cela. Et dans tous les cas, quel que soit le professionnel ou même les amis, les amis, la famille, ça reste des soutiens, des guides. Dans tous les cas, il faut, quels que soient les professionnels, quelles soient les personnes, en fait, il faut connaître ses droits. Il faut connaître tous ses droits pour pouvoir agir, en fait. Savoir quoi faire. Parce que finalement, elles sont avec toutes leurs questions, mais elles ont besoin de réponses. Et donc, c'est en connaissant ces droits qu'elles pourront choisir, faire les bons choix. Et on peut les trouver, maître, toutes ces informations. Les droits principaux, c'est d'abord savoir qu'on a le droit de partir. C'est évident, comme ça, à dire. C'est vrai. Mais on a le droit de partir. Alors, on l'a entendu beaucoup avec le confinement. Oui, vous êtes confiné, mais vous pouvez quand même sortir. Alors, évidemment, c'est pas simpliste le droit que j'évoque, mais le droit de partir, parce que des fois, il y en a des femmes qui pensent qu'en ayant des enfants, elles n'ont pas le droit de partir parce qu'en fait, elles éloignent le père. Et du coup, elles se disent qu'elles ne peuvent pas partir, du coup, elles sont coincées. Mais non, en fait, elles ont le droit de partir. Elles ont le droit d'aller même à des milliers de kilomètres si elles veulent se mettre en sécurité. Le tout, c'est de saisir derrière la justice, notamment le juge aux affaires familiales, pour pas qu'on leur dise et qu'on leur reproche d'éloigner les enfants de leur père. Oui. Mais elles ont le droit de partir. C'est juste que derrière, il faut faire les choses correctement pour justement qu'on n'ait rien à se reprocher et qu'on démontre que si on est parti, c'est pour se mettre en sécurité. Mais on a le droit de partir. Voilà. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est important de rappeler. Un autre droit qui me semble important de rappeler et d'expliquer, c'est le droit d'être protégé. Donc comme Sophie a pu le dire et Anne. Et évidemment qu'on peut être protégé, mais comment ? C'est ça. On se pose tous la question, mais comment on peut être protégé ? Il y a plein de façons d'être protégé, mais la mesure phare qui existe et qui a été instaurée maintenant il y a quelques années, c'est l'ordonnance de protection. C'est la mesure phare parce qu'en fait, elle est très rapide et il n'est pas nécessaire d'avoir une condamnation de l'autre personne. Donc, en essayant de trouver quelques éléments de preuve, même s'il n'y a jamais une preuve parfaite, c'est un certain nombre d'éléments qui va permettre de constituer un dossier, eh bien, en rassemblant tout cela et en saisissant un juge, on peut obtenir une ordonnance de protection qui permet d'avoir une interdiction de contact avec le conjoint. Donc, c'est le conjoint violent qui a une interdiction de contact avec soi, avec les enfants aussi, c'est possible, mais aussi avec d'autres personnes, parce que des fois, il s'attaque à la famille, des fois, il s'attaque à des personnes qui sont des personnes ressources. Oui. Eh bien, on peut instaurer cette interdiction de contact. Donc, l'ordonnance de protection, c'est vraiment l'idéal, parce qu'en plus, elle permettra de mettre un cadre s'il y a des enfants. Mais l'ordonnance de protection, on a l'impression que c'est quelque chose qui se fait très rapidement. En 6 jours. Mais d'accord, ok, très bien.
6 jours, vous obtenez une ordonnance de protection. Moi, ordonnance de protection, c'est la première fois que j'en entends parler. Et je Mais trouve en c'est plus gravissime parce que 6 jours, en 6 jours. Non, mais en plus, c'est le fait de dire que depuis tout à l'heure, quand on parle, on a l'impression que c'est un parcours du combattant. Et là, vous venez, en l'espace de 2 minutes, de nous donner une ordonnance de protection en 6 jours, Mm. avec un dossier qui doit être normalement bien constitué, Bien Pour, que constitué. pour que ça fonctionne. Il n'y a pas besoin d'avoir d'enfants. Ça, Non. on On peut. peut être compagnon, ex-compagnon, conjoint, ex-conjoint, D'accord. avec des enfants, sans enfants. Et d'ailleurs, l'ordonnance de protection a aussi été faite pour les mariages forcés. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut demander, pour éviter qu'il y ait des mariages forcés, on peut demander à obtenir une ordonnance de protection avec cette personne dont on ne veut pas être marié. D'accord. Ah, c'est Voilà. bon à savoir. C'est bon à savoir. Et je terminerai sur le dernier des droits que je voulais évoquer et qui me semble aussi lié à notamment l'ordonnance de protection, c'est le droit d'être défendu. Parce que souvent, on pense que l'avocat, c'est quelqu'un qui, effectivement, à qui on doit donner des honoraires, que c'est trop cher, que c'est pas à ma portée. Il y a des solutions, en fait, à ça. Donc, vous avez le droit d'avoir un avocat, et c'est même un droit fondamental que d'être défendu par un avocat. Et si vous n'avez pas les moyens, il y a des aides juridictionnelles. À partir du moment où on gagne environ moins de 1 500 €, vous pouvez avoir un avocat gratuit. Oui. Donc, il faut faire les démarches. Il ne faut pas se dire non, j'ai pas d'argent, je peux pas. Allez-y, faites ces démarches. Il y a des protections juridiques aussi qui sont possibles aussi par les assurances. Quand on cotise, des fois, on ne le sait même pas, mais on a droit à avoir un avocat et que l'assurance paye. Donc, c'est important d'être défendu parce que l'avocat, il est quand même central pour cette protection qui est... l'urgence est tellement important parce que vraiment, moi, je vois les différences quand il y a des ordonnances de protection. Les femmes, elles revivent. Elles soufflent enfin. Elles sont libérées de ce poids. Et quand c'est couplé au téléphone grand danger, je ne sais pas si vous avez connaissance de ça. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? C'est une autre mesure qui est une mesure phare liée aux violences conjugales qui a été instaurée il y a quelques années et qui, depuis tous les derniers événements dont on entend beaucoup parler en ce moment, Oui. les féminicides affreux qui ne font que se multiplier, il les distribue de plus en plus, ces téléphones grand danger. Donc, c'est des téléphones qui sont mis à la disposition des femmes qui sont victimes de violences conjugales et qui permettent en fait qu'elles soient géolocalisées si toutefois elles étaient en contact avec l'auteur de violence, et la police vient immédiatement. C'est relié à un centre d'appel qui a parfaitement conscience de la manière dont ça se passe. Qui transmet ces téléphones ? Non, mais qui transmet ces téléphones ? C'est le tribunal. C'est le tribunal. Le tribunal à qui on fait la demande et qui est mis en place avec une association généralement qui est agréée, on va dire, par le tribunal et qui reçoit la femme, qui lui explique comment ça fonctionne. Alors, normalement, il y a une interdiction de contact qui est prévue, mais ça peut se demander. Et aujourd'hui, en ce moment, ils en donnent beaucoup, donc il ne faut pas hésiter. Ça nécessite d'apporter un certain nombre d'éléments, malgré tout, mais il faut pas une preuve parfaite qu'on a été victime de violence. D'accord. Il faut oser les demander auprès des professionnels. Est-ce que vous savez, vous, dans le 77, combien de téléphones grand danger sont... Est-ce qu'il y en a beaucoup ou pas ? Vous savez pas ? Alors, les derniers chiffres, c'était entre 15 et 20, mais jusqu'à maintenant, je pense qu'ils en ont augmenté. Ça a été augmenté. Vous pensez que le confinement, ça a eu des effets sur... Ah bah oui. C'est une certitude. Alors, le confinement, mais aussi les derniers événements, là, en ce moment, vraiment, je pense que ça commence à être vraiment chaud là-haut, au gouvernement. C'est beaucoup médiatisé. Exactement, et du coup, ils redescendent toutes les informations, donc jusqu'aux personnes qui ont l'habitude de travailler sur ces questions. D'accord. Maître, on a parlé des droits des victimes. Est-ce qu'il y a des droits des enfants ou les droits des victimes, c'est aussi la même chose que les droits des enfants ? C'est forcément lié. Tout à l'heure, j'entendais beaucoup Anna parler de la protection de ses enfants, de l'inquiétude qu'elle a encore actuellement sur comment réussir à les faire sortir de cette souffrance qui a été forcément liée aux choses qu'ils ont vues. Un chiffre qui est assez parlant, c'est 1/3 des enfants qui auraient été témoins, donc, à mon sens, victime, témoin de violences conjugales, il s'en sortira soit en étant victime lui-même, en étant à l'âge adulte, en arrivant à l'âge adulte, soit en étant lui-même auteur. 1/3 victime, 1/3 auteur.
Souvent, les jeunes filles, malheureusement, victimes, et les jeunes garçons, auteurs. Parce qu'ils sont dans un mimétisme. On sait très bien que les enfants ont pour repère, les premiers repères, leurs parents. Et on parlait des comportements qu'ils peuvent avoir certains de garçons qui ont pu être plus turbulents, agressifs, avoir des comportements qui sont malheureusement en miroir de leur propre papa. Et évidemment, si ça, on n'en prend pas compte, on n'évoluera pas la société. Puisque finalement, les enfants qui en sont eux-mêmes témoins deviennent victimes, mais finalement peuvent en devenir des acteurs. Donc, c'est extrêmement important de prendre en compte. Et cette phrase que j'essaie de marteler partout, protéger la mère, c'est protéger l'enfant. Parce qu'en fait, si on ne protège pas la maman, l'enfant, il va forcément subir. Et moi, combien j'ai de dossiers où malheureusement, tout n'a pas été fait assez rapidement. Et c'est des années de violence où les enfants, c'est très difficile de récupérer, en fait, ouais. de récupérer tout ça. Et c'est des liens qui se distendent aussi avec leur mère, puisque c'est des mères qui finissent par être agressées par leurs propres enfants. Ouais. D'où la nécessité, j'allais dire, de protéger, d'accompagner ces enfants avant qu'ils Dès le deviennent début. des propres acteurs Exactement. et qu'ils reproduisent ce cheminement sans même Exactement. comprendre pourquoi, puisque C'est c'est dans ça. les gènes et ça. Ouais. Donc la sensibilisation à l'école, même dès la maternelle, ça devrait être Alors, obligatoire. C'est très bien ce que vous dites, maître. C'est vrai qu'il n'y a pas de sensibilisation dans les établissements scolaires par rapport Non, à il ça. y a des événements par-ci par-là, mais ça devrait être, je ne sais pas, dans une des matières comme le service Oui. éducation civique, SVT, c'est ça. Ouais, ou SVT. Ouais. Je pense qu'on peut l'inclure parce qu'aujourd'hui, ça fait partie des relations Ouais. humaines que de savoir qu'est-ce que le respect. Parce qu'au Ouais. final, la question, c'est ça. Comment on se respecte entre humains ? Et un petit, il comprendra parfaitement ce que c'est. Non, je suis d'accord avec vous. Et donc, il faut juste l'adapter. Mais ça devrait être obligatoire et des formations qui soient dans toutes les écoles. Comme aujourd'hui, on parle beaucoup du harcèlement à l'école. Il y en a beaucoup de personnes qui font des formations. Ça devrait être la même chose pour les violences. De manière générale, on parle beaucoup des incestes, MeToo, inceste aussi. En fait, c'est le respect et la violence de manière générale. Il devrait y avoir des formations Par pour tous rapport les à cela. enfants. Ouais. Merci maître en tout cas de vos explications et vos informations. Donc vous l'aurez compris, donc toutes les informations qu'on vient de vous transmettre, c'est les informations qui vont vous permettre de vous protéger. Donc l'accompagnement, on a parlé de la communication, l'alerte, l'éloignement du conjoint violent. Et puis permettez-moi de faire la transition donc sur ce troisième épisode où on parlera de comment se reconstruire. Un point, c'est tout. Le jour où j'ai posé mes yeux noirs sur ton visage et jeté l'encre pour l'éternité sur ton rivage. Bleu était la mer, j'y voyais le sable fin, notre avenir. Pour le meilleur et pour le pire, le sablier du temps s'était brisé sous nos pieds. Les horloges de Dali fondaient comme l'or de Nairobi. Jamais je n'avais tenu chose si précieuse dans ma paume. Le pouvoir de te rendre heureuse. Demain le soleil ne sera plus qui tu es. Et ce matin, la lune en est témoin. Ta